Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Pia et je voulais introduire une thématique qui me semble tout à fait centrale, qui est la sensorialité dans l'autisme. Alors, je suis formateur, intervenant dans l'autisme, mais aussi je suis concerné directement par l'autisme. Donc, ce que je voulais ici vous inviter, c'est à creuser cette thématique et être aussi des très bons observateurs, parce que euh, on verra que, enfin, j'évoquerai rapidement qu'il y a des tests, comme le test de Dunn, mais malgré tout, il y a aussi beaucoup d'observations qui vont vous permettre de savoir un peu, d'évaluer le profil sensoriel, soit de votre enfant, soit de la personne autiste auprès de laquelle vous intervenez. Donc déjà, pour commencer, je voudrais rappeler une chose qui est importante parce que on associe souvent la sensorialité à l'autisme, ce qui est une bonne chose, hein. Mais en dehors de l'autisme, il y a des populations qui vont avoir des troubles sensoriels. Alors, on sait que 12% des personnes typiques ont des particularités sensorielles. On sait aussi que 38% des personnes avec une déficience intellectuelle, et j'évoque ici les déficiences intellectuelles sans autisme, ont des particularités sensorielles. On sait aussi que plus de 50% de troubles sensoriels sont présents aussi bien dans l'autisme que dans le trouble de l'attention avec hyperactivité. Alors, ça pour moi c'était une surprise. C'est vrai que je ne pensais pas que c'était aussi présent dans le trouble de l'attention avec hyperactivité, mais ça montre bien que les sensorialités, si elles sont corrélées à l'autisme, elles peuvent apparaître dans d'autres types de populations. Et enfin, on sait que les troubles sensoriels vont être corrélés à l'impact fonctionnel, c'est-à-dire avec des personnes qui vont avoir plus de difficultés pour communiquer, pour développer ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est-à-dire avoir une attention partagée avec quelqu'un, hein. Et puis sur les comportements répétitifs qui sont parfois ce qu'on appelle des autostimulations, c'est-à-dire une personne qui a besoin d'avoir une recherche sensorielle. Donc pourquoi finalement est-il important de connaître le profil sensoriel? Alors quand je dis le profil sensoriel ici, je n'y entends pas forcément avoir un test réalisé, mais à mieux appréhender le profil sensoriel de la personne, c'est-à-dire connaître ses particularités sensorielles. Euh, Afin de déterminer quel support on va pouvoir utiliser pour son quotidien, comment on va l'aider. Donc on veut par exemple, quelque chose que beaucoup connaissent, c'est le casque à réduction de bruit, mais nous verrons que c'est pas... Alors là, je peux pas tout développer, mais par exemple le casque que j'ai ici, il me va aussi parce que je ne suis pas hyper réactif sensoriel au niveau tactile. C'est-à-dire que si je ne supportais pas la moindre pression sur mes oreilles, j'aurais beau ne pas supporter le bruit, je ne supporterais pas non plus un casque. Afin de comprendre que parfois, et je vais prendre un exemple tout de suite, l'apparition de comportements inappropriés peut être totalement liée avec la, la sensorialité. Prenons un exemple. On a un enfant, il prend le taxi avec plusieurs autres, même passons, pour aller à l'IME, par exemple. Euh, et cet enfant, un jour, en allant dans le taxi, il n'a qu'une envie, c'est se détacher, il se met en danger. Vous savez que dans l'autisme, parfois il n'y a pas de conscience du danger, il va se détacher, vouloir ouvrir la porte. Personne ne comprend pourquoi. Eh bien, une des raisons potentielles, il y a plein d'autres raisons qui peuvent, voilà, il a pu changer de chemin, et ça peut provoquer ce type de comportement. Mais il peut y avoir aussi que, par exemple, la personne qui est taxi a changé de parfum. Ou même, j'allais dire, même de savon. Pour quelqu'un qui ne fait pas attention à ça, forcément, ça n'a pas d'impact. Mais pour une personne autiste, ça peut avoir un fort impact. Il peut aussi avoir fumé dans son taxi. Ça ne se sent plus pour quasiment 90% des personnes typiques. Mais par contre, pour la personne autiste, c'est insupportable. Donc il est important, là, de savoir ça pour pouvoir réagir.
Donc c'est aussi un contexte d'apparition de comportements qui peuvent être. Alors quand je dis inapproprié, c'est pas une histoire de socialement adapté. C'est là ici, c'est le danger du comportement. Voilà. On peut aussi travailler pour réduire certains comportements et augmenter la probabilité d'autres. On va aussi avoir besoin de comprendre les sensorialités pour savoir quand la personne a mal, quand la personne a soif, quand la personne, là, on va être plutôt sur ce qu'on appelle de l'interne, hein, quand elle a soif, quand elle a faim, quand elle a mal. Et puis, pour pouvoir favoriser une bonne régulation émotionnelle, parce qu'on va avoir des personnes qui vont être en surcharge sensorielle. Et donc, ça va être très difficile pour elles, hein. Et je vous renvoie aux nombreux témoignages de personnes autistes qui sont sur YouTube. Alors, là, j'ai évoqué deux choses, mais qui ne sont pas exhaustives. Les hyper et les hyposensorialités. Les hyper et les hyposensorialités, alors déjà, dans ce qu'on appelle DON, on va avoir un quadrant, c'est-à-dire 4 profils. Un profil un profil hypo avec recherche sensorielle, un profil hyper et un profil hyper avec évitement sensoriel. Parce que on peut être hyposensoriel et hypersensoriel sans être en recherche ou en évitement sensoriel. Et dans ce cas-là, on va agir autrement. Là, j'évoquerai pas, parce que c'est trop long, hein, je vous dis, il faudrait, alors je ne vous l'ai pas dit, parce que c'est mon deuxième enregistrement, mais il faudrait 3 heures, voire une journée pour parler convenablement des sensorialités. Mais dans l'idée, on va agir autrement selon ces 4 profils. En plus de ça, on peut avoir d'autres problématiques qui vont être du type la persistance sensorielle, qui vont être du type... alors la persistance sensorielle, c'est par exemple, on va avoir l'impression que la personne porte des lunettes alors que ça fait 10 minutes qu'elle n'a plus ses lunettes. On peut avoir des types du traitement retardé de l'information, c'est-à-dire que voilà, vous piquez la personne, par exemple avec une petite épingle, elle ne réagit pas tout de suite, mais elle réagit de façon retardée, hein. Donc on va avoir des choses comme ça, de la capacité à filtrer, donc la surcharge sensorielle, j'en ai parlé. On va avoir ce type de choses. Donc dans l'hyper, hein, c'est que dans l'hyper, en fait, on va avoir un seuil neurologique très bas. C'est-à-dire qu'on va surréagir à des sensorialités qui sont qui sont plus faibles. Donc ça va être de la gêne, mal supporter le bruit, mal supporter les odeurs, hein, mal supporter le goût. Enfin voilà, avoir une grande sélectivité alimentaire, pas supporter telle texture, hein, au point de se provoquer au point de provoquer des nausées, voire des vomissements, hein. L'hypersensibilité aussi à la douleur, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir très mal, qui vont avoir beaucoup mal. Et puis, tout ce qui va être proprioceptif ou vestibulaire, c'est-à-dire des personnes qui vont mal supporter, par exemple pour le vestibulaire, le fait de prendre la voiture. Ça leur donne tout de suite envie de vomir. Et à l'inverse, on va avoir des hyposensibilités qui vont être soit simplement qu'on va avoir un seuil neurologique très haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons par exemple l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, ça va être que par exemple, vous avez un seuil neurologique bas. Par exemple, vous avez passé une journée dans une grotte et vous sortez et vous voyez le soleil. Là, le temps qui est ce qu'on appelle une habituation, vous allez avoir un seuil neurologique bas, c'est-à-dire que vous n'allez pas supporter le soleil. À l'inverse, l'hyposensibilité, ça va être un seuil neurologique haut, vous avez été beaucoup stimulé. Alors, je ne sais pas, vous avez par exemple été en discothèque et quelqu'un chuchote. Alors, je ne sais pas si ça fait vraiment cet effet-là, hein, j'en sais rien du tout, ne connaissant pas trop ça. Donc, voilà. Donc là, l'hyposensibilité, ça peut être visuel, auditive, olfactive, gustative, tactile, et ça peut engendrer des comportements. Alors, je vous ai parlé de l'hypersensibilité, j'essaie de vous parler plus de l'hyposensibilité. L'hyposensibilité olfactive, ça peut être par exemple une cause de recherche de jeu avec les sels. Alors, parce que les sels, par exemple, ça a une odeur très très forte. Donc, ça peut être ça. L'hyposensibilité à la douleur, ça peut être
une des causes de se frapper, de ce qu'on appelle l'auto-agression. Attention, j'ai pas dit que c'était la cause, ça peut être un problème somatique, et je vous renvoie à la question du somatique, mais ça peut être aussi à ma vidéo sur les soins dans l'autisme, mais ça peut être d'autres choses. Donc, on va avoir des comportements aussi qui vont être liés à ça, selon le profil, et que je vous disais qu'elle agit en accord avec son seuil neurologique, c'est-à-dire qu'elle est hyposensible simple ou hypersensible simple, la personne autiste, ou qu'elle est hyposensible avec recherche de stimulation ou hypersensible avec évitement sensoriel. Et on agira différemment, et on pourra travailler aussi sur deux versants, ce qu'on va appeler le support sensoriel, c'est-à-dire qu'on va par exemple donner un casque anti-bruit, etc. Et aussi travailler par exemple à la réintégration sensorielle, en tout cas au travail sensoriel sur des balles à picot, etc. avec des programmes sensoriels ou des programmes qui vont être, et ça c'est très important dans l'hyposensorialité, et je voudrais en parler, c'est que par exemple quand une personne est hyposensible vestibulaire, lui donner au départ, avant d'aller à l'école par exemple, des séances de trampoline, ça paraît contre-intuitif, on va plutôt le donner après la pause. Au contraire, ça va remplir sa jauge sensorielle. Et il y a des études qui montrent que quand il y a comme ça 5 minutes de travail, on va avoir beaucoup plus d'engagement académique. Donc, qu'est-ce que ça peut provoquer comme comportement? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon premier schéma de ma première vidéo sur les comportements. Soit on dit que les fonctions du comportement, les causes, c'est obtenir obtenir ou au contraire euh, perdre quelque chose, retirer quelque chose. Alors, on peut avoir des fonctions de comportement qui vont être de type l'obtention de sensoriel. Alors, ça peut être le balancement, le flapping, l'autostimulation en général. C'est-à-dire que ce comportement-là, il n'a pas pour but ni d'attirer votre attention, ni d'échapper à une tâche, ni de je sais pas quoi. Il a simplement le but de lui donner, ce que j'ai appelé tout à l'heure, la jauge sensorielle. Lui donner assez de sensorialité parce qu'il en a besoin pour son fonctionnement. Et ça, j'ai envie de dire, ça on peut pas le retirer. Il n'y a pas à faire que ce soit le flapping ou des choses comme ça, on peut pas les retirer. Par contre, on peut des fois essayer de les circonscrire. Ou alors, par exemple, si comme moi j'aime bien mâcher un peu n'importe quoi, on peut essayer de trouver des objets à mâcher qui vont être plus socialement adaptés. Mais à savoir que je pense pas, par exemple, pour un profil comme moi, que ce soit plus adapté que j'utilise un Chewy-Tube que que je mâche mon écharpe, par exemple. À mon avis, ça se verra peut-être même moins. Voilà. Et puis, moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de travailler pour moi. Je le dis clairement. On peut avoir de l'échappement. Et là, on reprend l'échappement. L'échappement, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que la personne va essayer, par exemple, de fuir. Et bien, elle va fuir, par exemple, quand elle a mal. Mais elle va fuir aussi, par exemple, dans l'école, parce qu'il y a du bruit, que c'est insupportable. Et que la personne a envie de fuir. Alors attention, quand on fait ça, quand on la laisse fuir, c'est très bien, on peut. Mais du coup, il faut réfléchir à comment adapter la situation, soit en l'apprenant en faisant ce qu'on appelle du façonnement, c'est-à-dire qu'on va l'exposer graduellement à des tout petits bruits dans des moments sans enjeu, soit on va lui donner un casque anti-bruit avec les limitations dont je vous parlais avant, au préalable. Donc, on peut aussi avoir de l'échappement aux émotions, qui va être aussi du ressenti. Et ben voilà, des fois, les activités déplaisantes, j'en parlais, de contexte sensoriel. Donc, les difficultés dans la vie de tous les jours, elles sont diverses. Alors, j'ai pris plutôt pour un enfant, mais pour un adulte, c'est du même ordre. Donc, l'école, mais on peut appeler ça le bureau, le bruit des personnes, comme par exemple dans un open space, la difficulté à inhiber, c'est-à-dire à ne plus entendre des bruits, parce que les bruits arrivent tous comme un haut-parleur, comme s'ils étaient derrière un haut-parleur. Donc, savoir que quelqu'un vous parle, mais en même temps, quand il y a des bruits autour, vous ne comprenez plus rien. On peut aussi avoir des difficultés motrices, parce que quand on est hyposensible,
hein. Prendre une tasse comme ça, bah, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les repères de quelqu'un qui sait mieux faire de la préhension, hein. Pour les soins, c'est aussi évident, hein. Identifier la douleur quand on ne sait pas, quand on a mal, c'est compliqué. Et du coup, ça fait des retards, hein, de diagnostic, des retards de soins. Et moi, ça m'arrive assez régulièrement. Et aussi, à l'inverse, pour des personnes hypersensibles, c'est supporter un examen qui peut être invasif. Rien que prendre la tension, c'est un écrasement, hein. Donc, et puis les sensorialités dans l'hôpital. Quand on a des sensorialités fortes, ça a aussi, bien sûr, un impact social. On va avoir des difficultés à filtrer celui qui parle, parce que bah, les bruits sont très présents. Quand on ne supporte pas l'odeur, ben, les personnes, ils sentent quelque chose, hein. Bon, vous allez dire, mais moi je sens rien, je mets du parfum ou je sens mon parfum. Non, non, vous avez une odeur et elle peut être aversive pour une personne autiste, hein. Il n'est pas question de nier ça. Et puis, bah, il faut accepter les signaux de contact qui peuvent être de la bise au serrage de main, enfin voilà. Et puis, bah, il y a aussi l'impact dans la vie quotidienne, bah, savoir quand on a soif, on parlait, j'ai pas parlé, mais il y a tout ce qui est interne, hein, savoir quand on a soif, adapter aussi, je sais pas moi, ses vêtements au sortir, hein, parce que les personnes qui vont être hyposensibles pourraient sortir en slip par -5, et je n'exagère pas quand je dis ça. On peut avoir bah voilà, les comportements dont on parlait. On peut avoir des problèmes liés à la continence, puisque dans la continence, il y a quand même un impact sensoriel. Il faut savoir, par exemple, adapter. Voilà. Déjà, il faut savoir reconnaître son besoin d'aller aux toilettes, puis ensuite pouvoir le pratiquer. Donc, je prends un exemple, hein. Alors, par exemple, ça pourrait être une structuration qui est à la fois cognitive, hein, je dirais dans le sens où on va avoir des facilités, hein, voilà, vous pourrez retrouver ça dans mes infographies sur mon site Aspi Conseil, mais aussi sensoriel, hein. On va avoir un casque sensoriel, on va avoir quelque chose d'épuré, hein. Plus il va y avoir de la distraction visuelle, moins l'enfant ou l'adulte aura du mal à se concentrer. Si vous avez des stylos, tout ça sur une table, hein, et malheureusement, quand on est hypersensible visuel et qu'en plus on est désorganisé, on a les deux, hein. Donc on a plein de choses sur la table, mais en plus on ne les supporte pas. Donc il y a une pollution visuelle. Donc là, par exemple, on sait que l'enfant, il est d'un côté, il a le travail bleu à prendre, hein, il a le rappel des activités, il va le mettre de l'autre côté. Il a le travail rouge à prendre, il va le mettre de l'autre côté. Ça peut avoir des conséquences mnésiques, c'est-à-dire des conséquences sur la mémoire. La personne autiste, si elle a beaucoup de distractions, beaucoup de distractibilité à cause du fait qu'elle supporte mal les sensorialités, ben, elle ne pourra pas se souvenir des choses qui vous paraissent importantes parce que pour elle, c'est beaucoup plus important la sensorialité qu'elle ressent. On peut avoir aussi beaucoup moins de luminosité, on peut avoir un revêtement anti-bruit, on peut avoir des choses comme ça, des cloisons pour éviter l'impact sensoriel et des autres et de la lumière. Donc voilà, j'entends pas dans cette vidéo, et là je vais m'arrêter là, faire un panel exhaustif, hein, comme je vous disais, moi quand je fais une vidéo, au moins, enfin quand je fais une formation, elle fait au moins 2 heures sur le sensoriel. Mais par contre, là, je pense que voilà, l'idée pour vous, c'est de devenir l'observateur de votre enfant ou de la personne. Et vous allez remarquer, hein, au travers de ses comportements, quel profil elle a, hein. On va prendre un exemple, hein. Si on veut repérer des évitements sensoriels, ben on va voir que la personne, elle va s'éloigner quand il y a des nouvelles odeurs, elle va pas supporter les étiquettes, elle va éviter les terrains de jeu si elle est, ou la voiture si elle est au niveau vestibulaire. Si c'est visuel, elle va vouloir porter des lunettes de soleil tout le temps, hein. Et à l'inverse, hein, si c'est la recherche sensorielle, hein, c'est les comportements là qu'on va définir, bah, elle aura tendance, par exemple, à aimer les goûts très marqués, elle aura tendance à rechercher les odeurs fortes, elle aura tendance à toucher les personnes, elle aura tendance à grimper aussi parce qu'elle va chercher du proprioceptif ou du vestibulaire, etc. Voilà, ben, j'espère que je vous ai encouragé
à travailler sur cette thématique qui est, à mon sens, la plus importante. Je mettrai quelques références, notamment ce livre très connu d'Olga Bogdachina. Je l'ai quelque part, mais je ne sais plus où. D'ailleurs, c'est pas à moi. Euh, je dois le rendre depuis 2 ans. Perrine, si tu me vois, je suis désolé. Oui, donc il y a ce livre d'Olga Bogdachina sur perception sensorielle dans l'autisme Asperger, mais il faut pas se fier au titre, hein, ça concerne toutes les personnes. Et puis bien sûr, bah, tout ce qui va être autour du profil de Donne. Et en termes de professionnels, j'encourage à aller voir soit des ergothérapeutes hein, qui sont très bien formés normalement sur ces thématiques-là, et parfois des psychomotriciens qui malgré parfois un référentiel un peu psychanalytique ou même beaucoup psychanalytique, peuvent être vraiment très formés aussi sur ça. Merci à vous.